En 2008-2009, on est dans la crise financière, qui est une crise de confiance. Un certain Satoshi Nakamoto publie sur un forum un papier qui s'appelle Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, avec pour objectif assumé de pouvoir faire sur Internet comme les banques, mais sans les banques. Dans son système à lui, il n'y a pas de tiers de confiance. Et comment il arrive à ça? En donnant une incitation financière à des gens, n'importe qui sur la planète, de venir sécuriser le réseau, non pas pour être bénévole un peu à la Wikipédia, mais parce qu'ils gagnent de l'argent. L'industrie financière aujourd'hui est dans la posture des médias ou de la Poste ou des télécoms dans les années 90. Toutes les informations qu'on voit autour des bitcoins qui sont volés, qui sont subtilisés, dérobés, machin, en fait c'est comme si je vous donnais ma carte bleue avec le code écrit dessus et qu'après j'allais faire « Ah, Visa n'est pas sécurisé ». Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. On a fait une petite pause suite à cette trêve liée à la fête nationale et aujourd'hui je suis ravi de recevoir Alexandre Stachenko de chez KPMG et nous allons parler crypto-monnaie et blockchain. Donc c'est un petit peu un épisode que je redoute parce qu'il y a pas mal de haters sur ces sujets-là. J'en profite simplement pour vous dire de vous abonner à la chaîne car j'ai eu du coup un retour sur mes statistiques sur la chaîne YouTube par Solène, la community manager du studio Majorel, qui m'a fait comprendre que j'étais tout pourri en termes d'abonnement. Donc, je dois avoir à peu près 10% d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important puisque comme ça, vous allez pouvoir savoir qu'on va recevoir Alexandre Toussaint pour parler de crowdfunding immobilier. Yoann Lopez, on va parler marketing en gestion de patrimoine et bien d'autres. Donc, on peut débuter sur cette partie crypto-monnaie qui n'a pas pour but de donner véritablement du conseil financier. Et je tiens à le dire aux experts qui vont trouver ça un petit peu, on va peut-être enfoncer pour certains des portes ouvertes. Mais je voulais vraiment que cet épisode soit un fondement de base, notamment en termes de lexique, de vocabulaire, un petit peu de culture de ces sujets-là, sur lequel vous allez pouvoir vous référer sur les prochains épisodes, sur peut-être une saison 2, voire une saison 3, qui seront un peu plus techniques. Donc Alexandre, peux-tu nous parler de ton parcours, de la création de Blockchain Partner et de tes activités du coup chez KPMG France? Oui, bonjour Yoann. Alors, moi j'ai un parcours qui est assez court finalement, parce que je suis encore assez jeune. J'ai commencé, j'étais en école de commerce post-prépa HEC il y a encore 7-8 ans, je crois, de mémoire. J'ai commencé, en gros, dans mon stage de césure, j'ai commencé à investiguer ces sujets de crypto parce que j'étais dans un cabinet de conseil en moyens de paiement innovants. Et donc, Bitcoin, évidemment, était lié à ces sujets-là. Donc, j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé ça formidable. Et donc, j'en ai parlé à des amis et on a commencé à fonder le site qui s'appelle Blockchain France à ce moment-là. Donc, on était en 2015. Entre-temps, j'ai continué, j'étais en césure, donc j'ai fait d'autres stages à côté. Et nous, on
développait ce projet, j'allais dire, le soir et le week-end. Quand on a eu fini, la boîte a du coup été fondée Blockchain France en 2016, mars 2016. On a commencé à accompagner les boîtes sur tout ce qui était formation, acculturation, et puis assez rapidement aussi développement technique autour des sujets blockchain et crypto, avec une autre boîte qu'on a rencontrée qui s'appelait Labo Blockchain. En 2017, on a fini nos études et donc on a pu se lancer à plein temps dans ce projet-là et on en a profité pour fusionner les deux boîtes Blockchain France et Labo Blockchain dans une seule qui s'est appelée Blockchain Partner. Et donc depuis 2017, Blockchain Partner, on l'a développé jusqu'à une vingtaine de personnes, une vingtaine de salariés. Et on accompagnait les grandes entreprises, les institutions publiques et puis aussi les ETI, les PME dans une moindre mesure à comprendre tous ces sujets-là, blockchain, crypto, à trouver des idées de cas d'usage, à établir des feuilles de route stratégiques, des benchmarks, Voilà, je le savais. Des comparaisons, je ne sais pas comment on pourrait dire, des comparaisons, des études de marché qui nous permettaient qui permettaient de positionner les clients là-dessus, et puis du développement technique. Et puis en 2021, là en mars, toute l'équipe a rejoint KPMG France. Donc pour complémentariser d'une certaine façon nos expertises blockchain et crypto avec les expertises de KPMG, j'allais dire natives, finance, alors, conseil en strat, ils ont une division qui effectivement s'appelle GSG, mais j'allais dire le cœur plus au départ de KPMG, c'est comptabilité, fiscalité, finance, audit, etc. Et donc nous, ça nous a permis de à la fois changer de dimension dans les interlocuteurs qu'on atteignait dans les entreprises, et puis de proposer des gammes de services qui étaient plus étoffées, puisque on propose plus que des services crypto, on va proposer crypto et expertise financière, par exemple, notamment, qui va à côté. L'idée, ça serait peut-être dans un premier temps d'expliquer deux blocs pour moi qui me paraissent importants, c'est savoir ce qu'est la blockchain, parce que beaucoup de gens en parlent quand on parle de crypto, mais quand on leur demande de définir, on voit que c'est assez hésitant. Et ce qui est le principe de la finance décentralisée. Direct. Voilà, on va rentrer dans le vif. Alors, pour comprendre la blockchain, il faut remonter d'abord à Bitcoin, qui est comme une pièce numérique, comme son nom l'indique en anglais. Bitcoin a été créé dans un contexte particulier qui est 2008-2009. Donc en 2008-2009, on est dans la crise financière, qui est une crise de confiance, de surcroît, qui est un moment dans lequel les gens ne font plus confiance dans les intermédiaires financiers pour réaliser des opérations. Et donc, à ce moment-là, un certain Satoshi Nakamoto publie sur un forum un papier qui s'appelle Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, et donc un système de cash électronique pair à pair, avec pour objectif assumé de pouvoir faire sur Internet comme les banques, mais sans les banques. Alors, pourquoi faire sans ? Il faut déjà comprendre le problème initial pour comprendre la solution. Le problème initial, c'est que quand on est sur Internet et qu'on réalise des échanges de valeurs, de la monnaie ou ce qu'on veut, on passe nécessairement par un tiers de confiance. Donc ce tiers de confiance, c'est très souvent une banque, mais ça peut être maintenant les Visa, PayPal, prestataires de services de paiement, etc. Donc il peut y en avoir beaucoup. Mais en tout cas, on ne sait pas faire comme le cash physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'échanger un billet, je donne un billet de 10 € et puis en fait, il n'y a pas d'intermédiaire dans la transaction. Sur Internet, il y a forcément un intermédiaire. Et ça, c'est problématique si on n'a pas envie de payer de frais, si on n'a pas envie d'attendre 3 jours ouvrés que le virement passe, si on n'a pas envie de faire confiance à la banque, ou à l'inverse, si la banque ne nous fait pas confiance, ce qui peut arriver aussi. Il y avait une vision un peu libertaire. C'était vraiment s'émanciper en fait. C'était... de la même façon qu'Internet proposait une alternative à la centralisation de l'information, là c'est une alternative à la centralisation de la gestion financière. Donc c'est une alternative, là je parle du transfert. Après il y aura tout un débat sur justement maintenant qu'on crée une nouvelle unité de compte, elle a aussi des caractéristiques économiques qui sont intéressantes, mais pour l'instant je les laisse de côté. Donc le contexte est celui-ci, le problème est celui-ci. Pourquoi on peut pas faire sans intermédiaire sur Internet ? Parce qu'en fait Internet n'est pas fait pour ça. Internet ne sait pas faire de transfert, Internet sait faire de la copie. L'exemple tu peux multiplier à l'infini. Oui, c'est l'exemple que je prends tout le temps, c'est-à-dire que si tu prends une carte postale en physique et que tu l'envoies, tu l'as plus. A priori, tu l'as envoyé. Dans le monde numérique, ça se passe pas comme ça. Si tu envoies un email, 500 personnes en copie de ton exactement, tu mets 500 personnes, tu l'as pas perdu parce que tu l'as envoyé. Un PDF qui t'arrive, tu peux en faire 18 000 copies sans souci. Donc en fait, on comprend bien que pour l'information, c'est génial. Parce que ça crée les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais pour la valeur, c'est pas génial. Parce que si j'avais un billet de 10 € et que hop, direct, j'en crée 12 000 unités et je les envoie à tout le monde, on perd tout le sens de la monnaie et donc la monnaie ne vaut plus rien. Donc ça, c'est à cause de ce problème-là qu'on a besoin d'une solution technique qui n'existait pas. Et donc cette solution technique, elle est proposée par Satoshi Nakamoto qui dit, voilà, Bitcoin, ça fonctionne comme ça. Et la proposition de valeur de Bitcoin, c'est pour la première fois dans l'histoire du numérique,
de savoir-faire comme pour Internet, mais sur la valeur. C'est-à-dire qu'on va s'émanciper des tiers de confiance et on va pouvoir court-circuiter l'industrie financière dans les transactions. Donc concrètement, je peux sortir mon téléphone et envoyer un bitcoin à l'autre bout de la planète. J'ai pas besoin d'être bancarisé, j'ai rien besoin de tout ça. Pour comprendre, c'est un petit peu le principe de l'œuf et de la poule. C'est la blockchain qui a permis le développement du bitcoin ou c'est le bitcoin qui a permis le développement de la blockchain? Alors, dans la version... En fait, le problème, c'est que blockchain ne veut pas dire grand-chose. Si on prend vraiment au sens blockchain ce que ça veut dire, c'est-à-dire une chaîne de blocs avec une technique cryptographique qui permet de lier les blocs, ça existe depuis 40 ans. D'accord. Donc non, oui, la blockchain a précédé Bitcoin. Pour bien comprendre, parce qu'il y a des auditeurs, et je sais que je ne suis pas doué en informatique, moi, j'ai compris enfin l'utilité de la blockchain dans une phrase qui se dit souvent aux États-Unis, c'est code is law, c'est-à-dire que le code devient le droit, entre guillemets, souvent parce que on s'aperçoit dans le droit des contrats, notamment, on va peut-être parler de smart contract un petit peu, c'est l'idée de se dire mais que parfois, notamment sur le paiement, je peux avoir une créance, c'était l'Euro de foot qui était sur beIN Sport, je peux ne pas payer sur le mois de juin mes 15 € de beIN Sport, et du coup, beIN Sport va m'envoyer des huissiers parce que je ne respecte pas le contrat qui lie les deux parties, mais pour autant, dans la vraie vie, si je puis m'exprimer ainsi, on n'utilise pas forcément des recours juridiques et financiers pour avoir son gain, tandis que là, j'ai l'impression que le code informatique peut résoudre un petit peu ces problèmes. On donne souvent l'exemple, j'ai cru comprendre, des retards dans les compagnies aériennes, où je suis indemnisé à peine arrivé sur le tarmac. C'est un peu plus complexe que ça parce que code is law, c'est une expression qui date des années 90 et qui marchait aussi pour Internet. Donc, c'est pas une définition qui serait spécifique aux cryptos. C'est Laurence Lessier qui avait utilisé cette expression en premier, qui est effectivement un juriste, un avocat américain. Et il disait que précisément, quand on est sur l'espace numérique, donc pas besoin de crypto, juste numérique, Internet, code is law parce que quand le programme informatique s'exécute, ça détermine la loi. Mais le problème, c'est que Laurence Lessig lui-même est venu a posteriori dire attention, code is law, c'est quelque chose qui donne un peu trop la confiance aux développeurs parce qu'ils croient qu'ils sont dans un monde à eux loin de toute réalité physique, et la réalité c'est que le monde les rattrape et qu'à la fin code is law, oui, mais le reste est law aussi quand même. Donc là on s'écarte. Je vais juste revenir sur le propos de blockchain ou Bitcoin parce qu'effectivement c'est important de pouvoir lier les deux. Donc en soi, la blockchain, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a pas eu beaucoup d'utilisation parce que, en gros, lier des pages d'informations entre elles avec des liens cryptographiques, c'est quelque chose qui tout seul sert un peu, mais c'est pas une révolution. Ce qu'a apporté Satoshi Nakamoto là-dedans, c'est Bitcoin. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a pris des innovations technologiques qui existaient déjà avant, le pair-à-pair, la blockchain, etc. Et il en a fait un seul truc qui tenait bien ensemble et qui tenait bien ensemble grâce à Bitcoin. Pourquoi ? Parce que dans le problème d'une blockchain au sens d'il y a 40 ans ou de quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il y avait nécessairement un tiers de confiance, pareil, qui devait garantir la véracité de ce qui s'y trouvait. Le progrès technologique révolutionnaire qu'a apporté Satoshi Nakamoto, c'est que dans son système à lui, il n'y a pas de tiers de confiance. Et comment il arrive à ça ? En donnant une incitation financière à des gens, n'importe qui sur la planète, de venir sécuriser le réseau, non pas pour être bénévole un peu à la Wikipédia, mais parce qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit blockchain, on désigne ce type-là de blockchain, c'est-à-dire une blockchain avec incitation financière qui permet de se passer de tiers de confiance. Et ce type-là de blockchain, c'est effectivement l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que Bitcoin a été l'assemblage de plein de technologies qui ont donné un système technologique qui permet de s'affranchir du tiers de confiance, et que comme les crypto-monnaies avaient mauvaise presse, pendant longtemps, les gens ont commencé à dire les cryptos c'est nul, on va garder que la blockchain. Mais si on garde que la blockchain, il n'y a pas d'incitation financière à sécuriser le réseau, donc il n'y a pas de sécurité du réseau, donc il n'y a pas de réseau. Donc à la fin, vous retombez sur un problème d'il y a 40 ans. Donc ça ne résout pas grand-chose de faire une blockchain sans crypto. Parce que ce que tu appelles le tiers de confiance, on pourrait se dire ça serait celui qui se doit de sécuriser le réseau. Oui, donc, celui qui a un intérêt ou celui qui a la charge de. D'accord. Donc là, en fait, c'est des individus qui vont contribuer à cette
sécurisation de réseau à travers de ce qu'on appelle le minage. Oui. C'est ça? En version très simplifiée, le minage, parce que c'est quand même un peu technique, mais je vais essayer de le faire simplifier. Il faut le voir comme un quiz, en fait. C'est comme question pour un champion. Sur question pour un champion, il y a le présentateur pose une question, vous avez 4 candidats, il y en a un qui appuie sur le buzzer en premier, il donne la bonne réponse, et s'il donne la bonne réponse, vous avez rarement les autres candidats qui font « Ah, c'est un scandale, non, c'était moi, machin ». Bah non, il y a 4 millions de téléspectateurs qui ont vu que c'était pas toi, donc ça sert à rien d'aller faire un scandale, juste passe à la question d'après et puis essaye d'être meilleur. Donc ce que apporte cette méthode-là, ce quiz, c'est un consensus. C'est-à-dire que, encore une fois, personne n'est là après la question pour dire ah, c'est un scandale, non, c'est pas vrai. Une fois que la personne a appuyé sur le buzzer et a donné la bonne réponse, on se rend compte qu'en réalité, eh bien, on a créé un consensus sans véritable tiers de confiance. Satoshi a repris ce concept-là. C'est-à-dire qu'il a dit on va poser des quiz, mais au niveau mondial. Et comme on ne veut pas qu'il y ait d'inéquité dans le réseau, on ne va pas poser des questions de culture générale. Donc on va poser des questions mathématiques, parce que la mathématique, c'est universel. On s'en fout d'être à Pékin ou à Nairobi, 1 plus 1, ça fait 2, et ça ne change pas grand-chose. Donc il pose des questions mathématiques au réseau en permanence. Et il manque dans cette équation un seul élément, et c'est ce qu'il a apporté, c'est que tous ceux qui vont à question pour un champion, ils ne le font pas pour le plaisir du jeu, ils le font parce qu'à la fin, il y a une récompense. Et donc là, c'est la même chose. S'il n'y avait pas la récompense économique, mais vous auriez personne qui se fatiguerait toute la journée à faire tourner des ordinateurs et à perdre de l'argent en électricité juste pour la beauté du geste. Personne ne ferait ça. Donc le grand apport de Satoshi Nakamoto, c'est qu'il a dit « Ok, on fait tout ça, donc on crée un consensus sur un état de registre en particulier, puisqu'il s'agit d'un registre, et on va apporter à la personne ou à la compagnie, peu importe, en tout cas à l'entité numérique qui a résolu le calcul, on va lui donner des bitcoins, qui eux-mêmes ont une valeur de marché, donc on le rémunère. Et donc ça, c'est ce qui fait appel, entre guillemets, à l'avarice humaine, qui est malheureusement plus fiable que le bénévolat, et qui fait en sorte que le réseau tourne. C'est le fait qu'il y ait des gens qui ont intérêt à le faire tourner. Et donc ça permet de se passer de tiers de confiance. Et donc dernier élément, c'est que c'est précisément pour cette raison que c'est très compliqué de voir l'avancement, l'innovation de rupture dans des blockchains qui n'ont pas de crypto-monnaie. Parce que si elle n'a pas de crypto-monnaie, encore une fois, il n'y a pas de sécurité et donc on retombe nécessairement à un moment donné sur un tiers de confiance. Et donc si on a un tiers de confiance, ça sert à quoi tout ce qu'on fait? Autant repasser par un tableau Excel, ça marche bien. Ouais. Donc les deux sont clairement liés et c'est pour ça que ça me fait toujours sourire quand on parle de ces sujets avec des gens qui bluffent, qui s'y connaissent pas et qui font croire qu'ils s'y connaissent, c'est que souvent, tu remarqueras, si on est hyper positif sur la blockchain et hyper critique sur la crypto, je pense à des gens en banque qui disent effectivement la blockchain, notamment sur l'immobilier, les tokens, tout ça, c'est hyper intéressant. Surtout les cryptos, nous on veut pas en entendre parler. Simplement des gens, ce que tu es en train de nous dire, qui n'ont pas compris grand-chose, puisque les deux sont véritablement liés. En fait, on peut avoir... c'est-à-dire que là, moi, je parlais de la couche protocolaire. C'est-à-dire comment fonctionne une technologie de registre distribué qui permet d'atteindre un consensus. Et à la fin, tu as Bitcoin, une sorte d'ovni monétaire qui existe. Maintenant, avec d'autres blockchains, en particulier Ethereum, qui est donc la deuxième plus grosse blockchain, dont la crypto-monnaie est l'Ether, on peut construire des applications par-dessus. Et donc, on se retrouve à pouvoir créer tout type d'actifs numériques. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. Alors, c'est en français, on dirait jetonisation, mais c'est le principe de créer des jetons qui représentent quelque chose. Et en fait, ce principe-là, il consiste à prendre n'importe quel actif et à lui donner une vie comme une crypto-monnaie. Pourquoi on fait ça? Parce que tout de suite, on lui donne toutes les caractéristiques intéressantes d'une crypto-monnaie, donc à savoir que c'est liquide, c'est transférable, c'est divisible, c'est mondial, ça ne ferme pas à 17 heures, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, etc., etc. Donc tout ça, on peut le faire parce qu'il y a un réseau qui est entretenu grâce à cette incitation financière qu'on vient de voir, etc. Et exactement. Et en fait, par-dessus ce réseau-là, on va construire des applications qui sont donc la tokenisation notamment, et dont parle beaucoup l'industrie financière. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, notamment dans les années 2014, 15, 16, 17, voire 18, 19 en France, l'industrie financière a transformé le sujet en sujet politique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie financière, aujourd'hui, est dans la posture des médias ou de la Poste ou des télécoms dans les années 90, c'est-à-dire une posture pas facile du tout. Il y a une technologie qui émerge, qui s'apprête à faire péter des business models, qui fait émerger des nouveaux concurrents qui sont natifs, qui ont beaucoup moins de barrières à l'entrée et qui gèrent leurs transactions beaucoup plus agiles aussi. Voilà, exactement. Et donc vous êtes un acteur bancaire pétri de régulation avec... J'intègre mon métier
métier de conseiller en gestion de patrimoine là-dedans, puisque... Potentiellement, oui. Oui, parce que moi, je vois aussi un rapport au risque qui est différent. Comment expliquer aux gens que sur un portefeuille classique d'actions, bon père de famille, tu vas faire du 7 ou 8%. Moi, il y a des générations Z qui me rigolent au nez et qui me disent non, non, moi, je suis là pour faire du x2 sur l'année, si je puis dire, parce qu'ils sont sur des produits hyper dynamiques et hyper volatiles. Oui, mais c'est pas viable à long terme. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le marché des cryptos est dynamique, c'est parce qu'il est petit. Demain, si on se projette, je sais pas moi, dans 10 ans, avec une bonne partie de la population qui utilise les cryptos, je vois mal encore les cryptos évoluer de faire x2, x3, x5. En fait, on a une cible, j'allais dire un rationnel de marché qui peut expliquer cette volatilité, cette hausse. Par exemple, certains disent Bitcoin, c'est comme l'or numérique. Donc, il suffit de prendre la capitalisation de marché de l'or et de dire si Bitcoin atteint cette capitalisation de marché, Bitcoin vaut 500 000 euros. Bon, bah voilà, donc ils investissent et puis ils attendent 5 ans, 10 ans que ça vaille ça. Mais bon, ça, c'est des rationnels de long terme. Après, effectivement, mais ça reste risqué quand on veut s'y jeter à court terme parce que ça peut faire plus 2 x 2 et puis ça peut faire après diviser par 2. Mais donc, pour revenir sur l'industrie financière, ils sont dans une position qui est délicate et qui les a entraînés à effectivement se mettre un peu des œillères et à se dire, bon, comme ce qui s'est passé sur Internet d'ailleurs, c'est-à-dire Internet c'est pour les pédophiles et les terroristes, on va faire le Minitel et l'intranet. C'est super, on va optimiser nos systèmes d'information, ça va être trop bien. Personne, franchement, ne va avoir l'idée de faire un site internet qui serait ouvert au monde. Non, mais on va quand même pas révéler les prix de nos catalogues. Voilà, ça c'était les réflexions en 90. Aujourd'hui, évidemment, on est passé à autre chose. Donc là, on a eu la même réflexion qui s'est déroulée chez les acteurs bancaires, à savoir, non mais attendez, on va pas ouvrir le système financier, ça n'a pas de sens. On va pas permettre à n'importe qui de créer des applications et des métiers. Non, non, alors on va faire nos blockchains, ça va être super cool. Mais en fait, le problème, c'est qu'en essayant d'édulcorer le sujet, c'est-à-dire en disant c'est le terrorisme, les cryptos, les blockchains, c'est cool, et elles se sont retrouvées à créer des blockchains qui tournent en rond. Parce que, encore une fois, s'il n'y a pas de crypto, il n'y a pas d'incitation financière à sécuriser le réseau. Donc, on retombe sur un tiers de confiance. Et donc, on a pris 3 ans à organiser un consortium pour qu'à la fin, ça fasse plus ou moins la même chose. Mon propos est un petit peu caricatural parce qu'il y a des cas très très précis dans lesquels ça peut être utile marginalement. Mais ça reste... En fait, il faut envisager les blockchains comme crypto comme des bacs à sable. Ça peut être pertinent en tant qu'étape sur un chemin qui va conduire à s'ouvrir et à faire de la crypto. Mais le voir comme une fin en soi, je pense qu'effectivement, c'est ce fourvoyer. D'accord. On est d'accord qu'on va rester pour le moment sur Bitcoin, Ethereum, si tu veux bien. Ça sera il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Exactement. Simplement, le nombre de crypto-monnaies. Ça dépend de ce qu'on appelle crypto-monnaie, parce que crypto-monnaie, c'est même... qui fait consensus. Il y a un pas qui fait consensus. Mais si on parle d'actifs numériques ou de crypto en général, crypto-actifs, peu importe, je crois qu'il y en a 3000, 4000 en ce moment. D'accord. Mais ça, c'est sans compter les petits actifs qui vont être créés à droite à gauche et qui ne sont pas, référencés. Du coup, Bitcoin, Ethereum représentent quel volume à peu près dans tout ça ? Bitcoin, à lui tout seul, c'est la moitié de la valeur totale de toutes les crypto-monnaies. Ethereum, de mémoire, ça doit être autour de 15 ou 20%. Ok. Et donc, quand on a fait le top 10 des cryptos, il reste déjà, on a déjà fait 95% de la valeur totale. D'accord. Toi, tu conseilles un particulier de vraiment regarder les technologies, ou tu peux te dire que finalement, je prends un actif comme il est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter du Total ou du... Mon Total, c'est un peu, je ne vais pas dire ringard comme titre, mais... Total Énergie. Carboné. Mais non, ou je ne sais pas, une autre, Air Liquide, des choses comme ça, sans regarder les PER pour autant, et ainsi de suite, quoi. J'allais dire, que ce soit action ou autre, ou crypto, je ne conseillerais jamais d'investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est une première chose. Et une fois qu'on a dit ça... Non, mais bien évidemment. Après, il y a la pratique qui fait que on a tous des agendas. Et qu'on ne peut pas être expert de tout, bien sûr. Exactement. Si tu commences à regarder les 3000 crypto-monnaies... Non, il ne faut pas. Ça, il faut pas. Évidemment qu'on ne peut pas être expert de tout. Et donc, quand on regarde les cryptos, il faut comprendre déjà plus précisément ce que j'ai expliqué en 10-15 minutes. Il faut comprendre les enjeux monétaires, économiques, géopolitiques. Il y en a beaucoup. Il faut comprendre également la portée potentielle, c'est-à-dire se faire une conviction dessus. Et une fois qu'on s'est fait une conviction, effectivement, on fait le disclaimer habituel, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais il vaut mieux rester sur Bitcoin et Ether. Alors, certains diront même juste Bitcoin, parce que ce sont les plus anciennes, les plus grosses, les plus sécurisées, les plus tout ce qu'on veut. Dès qu'on sort de ces deux-là,
on arrive sur des projets qui sont risqués dans un écosystème qui est lui-même risqué. C'est-à-dire que même la top 7, 8, 9, j'en sais rien d'ailleurs de laquelle c'est aujourd'hui, c'est pas impossible que dans 4 ans, ça vaille 0. Donc il faut avoir ça en tête, que quand on sort du top 2, il vaut mieux être expert et précisément avoir le temps de s'intéresser. Alors après, il y en a qui vont faire de la gestion de portefeuille pour tiers, et donc si jamais vous avez confiance dans une personne qui est spécialiste, voilà, ça c'est vous qui décidez de le faire. Je précise, mieux vaut le faire avec quelqu'un qui est agréé par l'AMF en France. Ça, c'est important. Il y a encore eu des gens qui ont eu une surprise il y a 2 semaines ou 3 semaines, puisqu'il y a une association qui a disparu avec 50 millions d'euros de crypto. Ça, on va parler. Donc, mieux vaut se tourner vers des gens qui sont agréés. Et ces gens-là, s'ils sont experts, ils vont avoir des convictions sur le token numéro 368, machin. Moi, j'en ai de ces tokens-là, par exemple. Mais c'est parce que j'y suis à plein temps depuis 6 ans. Si on est néophyte, on reste d'abord sur ces 2 premières. Ouais. D'accord. On se concentre donc sur Bitcoin et Ethereum. Tu parlais un petit peu du risque politique. Si on liste... Enfin, des enjeux, pas que des risques. Oui, non, mais s'il faut aussi parler un petit peu des risques. Quels sont les risques? Donc, il y a le risque politique, puisque moi, souvent, ce qu'on me dit quand j'en parle avec des confrères et des consoeurs, c'est que c'est bien beau, mais je veux pas tomber dans un discours complotiste, mais grosso modo, quand ce que certains pourront appeler l'état profond... mais grosso modo, on en remarque que ça va contre leurs enjeux du dollar et ainsi de suite, et qu'on finance notamment aux US les différentes administrations américaines. On va stopper la récré et on va dire aux gentils geeks au fin fond de Denver, c'est fini et on va retourner sur la valeur dollar. Ça, parce que les Chinois ont commencé à taper du poing sur la table un petit peu. Les Chinois, ils font la même chose sur Internet, donc c'est pas plus étonnant que ça. Et le réseau s'est déjà remis du choc, même en termes de sécurité. D'accord. Et si c'est quelqu'un d'un pays peut-être plus important, les US, les choses comme ça, est-ce qu'ils ont... Plus important que la Chine en termes de PIB, c'est compliqué. Mais... Oui, non, mais je veux dire en termes peut-être d'utilisateurs, je dis peut-être une bêtise. En fait, aujourd'hui, pour moi, c'est un scénario qui aurait pu être valable il y a quelques années. Il l'est de moins en moins. C'est-à-dire que... Du fait too big to fail, quoi. Ouais, il y a un côté point de non-retour. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez déjà la moitié des gestionnaires d'actifs qui possèdent du Bitcoin. Alors, si le gouvernement dit maintenant on arrête les conneries, ils viennent de tuer une industrie qui avait des Bitcoins et qui en fait. Quand on est les États-Unis et qu'on a Coinbase qui émerge chez soi comme un champion potentiel du futur, un futur GAFA des cryptos, est-ce qu'on a envie de lui dire en fait tu fermes boutique, casse-toi, j'ai pas envie de te voir parce que j'ai pas envie. Donc on est arrivé à un point où en fait les intérêts sont tellement entrelacés que effectivement le Bitcoin peut menacer à terme le dollar. Mais les États-Unis n'ont pas non plus intérêt à le fermer parce que ce faisant, ils n'auraient aucune garantie d'arriver à l'arrêter. Mais ils excluraient toute une industrie de chez eux, alors qu'ils ont fait la même chose avec Internet. Internet, initialement, c'est quand même la perte des tiers de confiance. On oublie les médias, on oublie la poste, machin. Bon, ils ont préféré positionner une industrie dessus. Et ils se retrouvent avec les GAFA à dominer le monde occidental globalement, voire au-delà. Donc c'est un choix qui est cornélien pour eux parce que l'hégémonie du dollar est un privilège exorbitant qu'on leur a donné. Et donc ils vont devoir faire ce choix de voilà, est-ce qu'on accompagne ou pas. Aujourd'hui par exemple, quand vous regardez, j'avais vu le vice-président de la Fed, donc la Banque centrale américaine, sur la supervision, je crois, enfin le vice-président de la supervision de la Fed, il a parlé des cryptos comme une extension du bras armé du dollar, parce que lui, il voit les stablecoins, par exemple, donc ces cryptos qui sont toujours stables par rapport à un actif de référence, en l'occurrence le dollar. En fait, au lieu de fermer les yeux, de mettre des œillères et de dire non, ça n'existe pas, il dit ok, on va faire des stablecoins, et demain, dans le monde numérique, les gens paieront en dollars. Donc ils ont une vision beaucoup plus pragmatique de ce qu'on leur prête. Tu peux détailler un petit peu cette idée de stablecoin ? Oui, comme je disais tout à l'heure, alors c'est pas vraiment parce qu'on n'a pas le terme en français. Alors oui, pièce stable. Pour rappeler, je l'ai pas rappelé, mais vous commencez à avoir l'habitude. On est toujours sur ce petit jeu concours où à chaque anglicisme, il y a une petite sonnerie, 1 euro, et commenter, c'est important. Comme ça, l'auditeur qui a le plus commenté pourra faire bénéficier une association de cette cagnotte. Je te laisse reprendre sur les stablecoins. Donc je disais, les stablecoins, ce sont des... Comme je disais tout à l'heure, je parlais de jetonisation, de tokenisation, en disant qu'on prenait n'importe quel actif et on lui créait une représentation qui bénéficiait de plein de caractéristiques. Eh bien, si on prend comme actif de référence une monnaie traditionnelle,
euro, un dollar, on va créer ce qu'on appelle un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est une forme de crypto-monnaie, alors on appelle ça plutôt crypto-actif ou, enfin peu importe le terme, un jeton. Bref, c'est un jeton numérique qui vaut tout le temps $1 pour un stablecoin $1, 1 euro pour un stablecoin euro. Et donc ça va permettre aux gens de ne pas s'exposer à la volatilité des cryptos traditionnels, puisque 1 euro, a priori, vaut toujours 1 euro, et $1, $1. Mais par contre, ça va leur permettre de le faire dans le monde des cryptos. Donc ça veut dire que, par exemple, enfin, tout à l'heure, on a abordé très brièvement la finance décentralisée avec des produits financiers qui existent, avec des rendements intéressants. Tout ça, il y en a beaucoup qui sont proposés en stablecoin, parce que ça permet d'avoir les rendements tout en restant dans une monnaie traditionnelle. Donc, par exemple, Visa fait de la réconciliation et des transactions en stablecoin parce que aujourd'hui, vous avez, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais imaginons que vous faites un investissement, vous êtes une entreprise, vous voulez envoyer 300 millions de dollars à l'autre bout de la planète. Si vous le faites en stablecoin, ça va vous prendre 15 secondes et ça va vous coûter 2 euros. Donc ça, c'est quelque chose que le système financier traditionnel ne sait pas faire. Donc, en faisant ça, on profite de toute la puissance des crypto-monnaies avec un actif qui est adossé à une monnaie traditionnelle. D'accord. Et ce que veut faire un petit peu Christine Lagarde, c'est un stablecoin européen ou pas du tout? Non, la monnaie. Moi j'ai un avis assez critique là-dessus parce qu'en fait le sujet des monnaies, de l'intersection des monnaies traditionnelles avec les crypto-monnaies, il se divise effectivement en 2, même en 3 parties. Il y a un sujet stablecoin. Et là, c'est la version qui est pour moi la plus puissante et la plus simple. Donc, il y a vraiment tous les avantages. C'est-à-dire faire un stablecoin, on fait ça, on se prend 2 heures après, on a fait un stablecoin. C'est pas très, très compliqué. C'est très simple à déployer et c'est rapide et tout le monde peut l'utiliser. Il y a une interopérabilité avec un système mondial. Enfin, vraiment, on peut le déployer très vite. Ensuite, il y a le deuxième grand sujet qui se divise en 2, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Alors, les monnaies numériques de banque centrale, le problème, c'est que tout le monde en parle, mais que personne ne la définit. Même Christine Lagarde, dont on parlait à l'instant, ne sait pas la définir. C'est-à-dire qu'elle était passée il y a quelques mois sur BFM Business pour parler des monnaies numériques de banque centrale, et lorsque le présentateur lui dit « Oui, mais moi, je paye avec mon téléphone, c'est déjà numérique », et elle disait « Oui, mais en fait, pas exactement, c'est pas ce que vous croyez ». Elle était très confuse dans sa définition du terme, parce que tout simplement... on retombe sur l'œillère dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la BCE est persuadée qu'elle va faire une blockchain sans crypto et que ça va être bien. D'accord. Et donc du coup... Mais par rapport à ce qu'on a vu au tout début de l'épisode, c'est antinomique. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est une impasse. Je suis comme vous, j'ai très peu de connaissances sur le sujet. Depuis les 6 derniers mois, je regarde. Mais effectivement, donc là, c'est antinomique. Alors, en fait, ce qu'ils souhaitent faire, j'allais dire, si on collectionne toutes les bribes de ce qui se dit autour des MNBC et qu'on essaye d'en faire une synthèse, il y a 2 possibilités de choses qui pourraient exister, mais pour l'instant, c'est que des écrits sur un papier. Soit, il y a une première version qui serait ce qu'on appelle une MNBC de détail. Et donc ça veut dire, en gros, permettre à tous les citoyens d'avoir un compte à la banque centrale. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des comptes, mais ils ne sont pas à la banque centrale. Ils sont dans des banques commerciales qui, elles-mêmes, ont un compte à la banque centrale. Le seul argent qu'on a de la banque centrale, c'est nos billets. Nos billets, encore une fois, c'est le seul argent pair à pair, d'ailleurs, qu'on peut s'échanger en physique. Et ce billet, il est garanti par la banque centrale. Donc là, l'idée, ce serait de dire, on court-circuite les banques commerciales. Et ça nous permet d'avoir un accès direct à tous les citoyens, ce qui a plein d'intérêts, notamment en termes de politique monétaire, parce que vous pouvez déployer de l'hélicoptère money, comme on dit, de la monnaie hélicoptère, pour ne pas déclencher le C'est-à-dire concrètement, on vous fait un chèque. On vous fait un chèque. Pour pouvoir ce qu'a fait Trump avec les chèques aux États-Unis, là, on peut le faire plus simplement avec un format numérique où on dit, voilà, vous avez reçu de l'argent. On peut même aller un cran plus loin en disant, vous recevez tant d'argent et il n'est dépensable que dans ces conditions-là, puisque c'est numérique, donc on peut le programmer, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première version, qui a également beaucoup de désavantages. C'est qu'à partir du moment où vous faites ça, ça veut dire que vous donnez à la Banque Centrale Européenne le contrôle sur votre vie privée, puisque tout ce que vous dépensez, même au-delà de ce que pourrait savoir un Facebook sur votre vie, là, carrément, vous donnez le contrôle monétaire. C'est-à-dire, vous allez à la mauvaise manifestation du mauvais parti, boum, on bloque vos fonds et puis vous ne pourrez plus rien faire. Donc ça, c'est en termes de confidentialité, c'est extrêmement terrible. La BCE a fait un sondage pour savoir auprès des Européens c'est quoi la première chose que vous attendez d'une MNBC. Les gens ont répondu dans une vaste majorité la confidentialité. Et le lendemain, Christine Lagarde disait on a bien entendu, mais
Bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais je vous garantis rien, quoi. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est ce qu'on appelle la MNBC de gros. Donc pas de détails, mais de gros. Et la MNBC de gros, elle court-circuiterait pas les banques commerciales. Elle serait simplement une optimisation du système actuel. C'est-à-dire, on pourrait avoir les banques commerciales et les banques centrales qui interagissent entre elles, qui s'envoient des transactions, des flux, des virements, mais qui le font à moindre coût, à moindre délai, etc., etc. Le problème de ces deux choses-là, c'est que il n'y a toujours aucune description de comment ça fonctionnerait. C'est-à-dire, tous les papiers disent ça pourrait être de détail ou de gros, et du coup, ça permettrait X, Y, Z, ABC, mais personne ne dit comment ça marche. Parce que, on retombe sur l'écueil que je donnais tout à l'heure, si on fait une blockchain, si on décide de ne pas avoir de crypto-monnaie, en fait, on va retomber sur un consortium bancaire, puis en fait, on ne va pas réinventer la roue, quoi. Ça se trouve, effectivement, ça va optimiser, ça va enlever 1,5% de frais, mais ça ne changera rien d'un point de vue rupture. Ce n'est pas une rupture si les banques économisent 0,5% sur leurs transactions interbancaires. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça, c'est une impasse dans laquelle on est en train de se diriger, parce que, pour simplifier le raisonnement, mais que je ne dois pas le simplifier tant que ça, le raisonnement qu'a eu la Banque Centrale Européenne, c'est de dire les cryptos, c'est pas bien, pour plein de raisons, ça financerait le terrorisme, c'est le blanchiment, machin, mais aussi parce que c'est une attaque à la souveraineté monétaire. J'en profite pour rajouter un aparté. Si on nous dit toute la journée que c'est pas une monnaie, je vois pas comment ça peut menacer la souveraineté monétaire. Mais bon, je ferme mon aparté. Donc comme c'est une attaque à la souveraineté monétaire, nous on va contrer. Et on va contrer en faisant la même chose, mais à nous. Mais sans comprendre que la même chose, en fait, nativement, c'est pas à eux. C'est comme Internet. Un Internet à quelqu'un, c'est pas Internet. Donc là, c'est un peu la même réflexion. Et vu qu'on a voulu se protéger comme ça, on va faire notre petit réseau à nous, avec notre MNBC à nous, et ça va être très bien. Pendant que les États-Unis, eux, ils font pas des MNBC. Ils ont dit, OK, on va faire des stablecoins, et c'est créé en 2 minutes. Aujourd'hui, il y a 120 milliards à peu près de dollars de stablecoins. 99% de ces 120 milliards, c'est du dollar. Oui, j'ai déjà oublié le nom du moteur de recherche européen. Quant. Voilà, ça va avoir le même succès Je ne vais pas en dire du mal parce que j'essaye de l'utiliser moi-même. D'accord, OK. Non, c'est pour un petit peu... Non, mais c'est effectivement le même c'est l'idée, on va lutter contre Google avec Quant, mais Quant, c'est pas le problème de l'idée. C'est le problème d'arriver 20 ans après que Google ait tout trusté et connaisse déjà les données de tout le monde et un algorithme beaucoup plus puissant avec beaucoup plus de données pour le nourrir. C'est ça le problème de Quant. C'est pas... Mais l'idée de faire un navigateur qui préserve ou un moteur de recherche qui préserve la vie privée, moi je suis très d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'utilise d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Quant, ça va être capitaux chinois et utilise Bing, quoi. Donc c'est effectivement pas le succès qu'on aurait pu attendre. Et c'est pas le succès qu'on aurait pu attendre parce qu'on s'y est pris 20 ans trop tard après avoir fait 15 ans de non, Internet c'est nul, on va faire le Minitel, on va faire des intranets. Et après on s'est réveillé trop tard. Donc c'est pour ça que moi, quand je parle de ces sujets-là, j'ai tendance à toujours les mettre sous le sujet souveraineté, parce que en gros, on va avoir les mêmes sujets de souveraineté sur les cryptos que sur Internet. Et donc, au lieu de faire ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'était avant même le tournage, donc c'est pas enregistré, mais on a parlé de régulation. Aujourd'hui, on a une priorité les priorités ne sont pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on veut d'abord un cadre le plus strict possible pour que on soit encadré et que les gens soient sécurisés dans ce qu'ils utilisent. Mais le problème de ce cadre, c'est que du coup, les acteurs se développent à l'étranger et qu'ensuite, ils adressent des clients français. Donc, quand tu prends un Français, n'importe lequel qui utilise des cryptos aujourd'hui, il y a 8 chances sur 10 qu'il utilise un prestataire étranger. Et donc, demain, quand on va avoir les Coinbase, les Binance, qui seront des énormes mastodontes, je rappelle que Coinbase vaut déjà aujourd'hui plus que n'importe quelle banque européenne, avec plus de clients, etc. Quand on devra leur demander, tiens, est-ce que vous pourriez nous faire une faveur? Est-ce que vous pourriez nous donner des données fiscales? Est-ce que en fait, on sera obligé de toquer à la porte des Américains comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un drame, alors qu'on aurait pu avoir des outils français. Il y a des plateformes françaises qui étaient créées depuis 2011-2012 qui n'ont pas été soutenues du tout. Et qu'à défaut, si on rentre dans un raisonnement souveraineté, à défaut d'utiliser des outils français, il vaut mieux utiliser des outils libres, pas des outils étrangers. Et ça, j'allais dire, même sur Internet, on n'a même pas encore intégré ce raisonnement-là. Donc, et sécuriser, ce qui m'amène... Donc, on a vu un petit peu le contre-argument, on va dire, des anti-crypto, qui est le risque politique. Voilà, que toi, tu vas définir pour une idée que maintenant, il y a trop d'utilisateurs et c'est trop important pour... Je le nie pas. Je pense que moi, qu'il n'arrivera pas. Mais il n'est pas de zéro, ce risque. On peut très bien avoir demain président des États-Unis qui dit c'est nul, on arrête tout, quoi. D'accord.
Autre risque, celui de la sécurité, puisque souvent, moi, l'argument massu que disent des gens voilà, dans l'informatique, c'est que non, il n'y a aucun moyen d'hacker. Et on a vu récemment une plateforme qui est partie avec l'argent. Tu peux nous parler un petit peu pour les gens qui voudraient essayer et qui ont encore peur de se dire mais moi je sors ma carte bleue, j'achète quelque chose. Comment on sécurise un petit peu tout ça à travers de wallets, fait par Ledger notamment et d'autres. On parle à chaque fois d'eux sur les wallets. Il n'y a pas d'autres boîtes, j'ai l'impression. Si, il y a d'autres boîtes, mais là, c'est des wallets qui sont physiques. Des portefeuilles, plus exactement. Physiques, tout à fait. Voilà. C'est toi qui l'as dit d'abord. C'est des portefeuilles physiques. Après, il existe plein de portefeuilles numériques. Mais en gros, quand on parle de sécurité et de crypto, il faut la comprendre à deux niveaux différents. Il y a un niveau qui est une sécurité technique. Et là, d'un point de vue protocole, sécurité du protocole, c'est vrai que Bitcoin en particulier, parce que c'est la plus grosse, mais Ethereum, c'est à peu près la même chose. Et bon, derrière, c'est un peu moins le cas, mais c'est toujours fort quand même. Ce sont des blockchains qui sont très, très sécurisées. C'est-à-dire, mais sécurisées d'un point de vue intégrité. C'est-à-dire, altérer une donnée qui est déjà présente sur Bitcoin, il faut se lever très tôt et il faut contrôler en gros 80% des ordinateurs de la planète. Donc c'est extrêmement difficile de faire ça, voire impossible. Aujourd'hui, on a atteint des niveaux de calcul par seconde qui sont faramineux, qui sont supérieurs à tout ce qu'on connaît dans l'industrie bancaire, hein, voire n'importe où. Mais ça, c'est juste un niveau de sécurité. C'est-à-dire vous pouvez avoir le système le plus sécurisé du monde, que si je vous donne le mot de passe, ça sert à rien. Ouais, et donc, toutes les informations qu'on voit autour des bitcoins qui sont volés, qui sont subtilisés, dérobés, machin, en fait, c'est comme si je vous donnais ma carte bleue avec le code écrit dessus et qu'après, j'allais faire « Ah, Visa n'est pas sécurisé ». C'est un peu le même type de raisonnement. Quand les gens ont des bitcoins, la philosophie initiale aurait exigé d'eux qu'ils en assurent leur propre sécurité. C'est-à-dire que vous ayez effectivement un portefeuille physique, coffre numérique. Voilà, une forme de coffre-fort numérique, que le mot de passe, vous le gardiez soit dans votre tête, soit que vous le divisiez en plusieurs endroits pour pas qu'il soit trouvable facilement, etc., etc. Enfin bref, une hygiène de sécurité assez importante. Comme beaucoup de gens n'ont pas envie d'avoir cette hygiène, parfois parce qu'ils ne se font pas confiance à eux-mêmes, parfois parce qu'ils ont la flemme, ou parfois... Parce qu'on en a 10 000, les mots de passe maintenant. Ou aussi, et puis qu'en plus sur Bitcoin, vous ne le choisissez pas, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Du coup, ils vont s'adresser à des tiers. Et vont s'adresser à des tiers en leur demandant est-ce que vous pouvez sécuriser mes bitcoins. Et donc, évidemment, ces tiers, en sécurisant les bitcoins, ils vont stocker tous les mots de passe de leurs utilisateurs sur un serveur qui, lui, est centralisé. Alors évidemment, il y a des procédures de sécurité. Maintenant, tous les ans, ces procédures s'améliorent. Mais il reste qu'un petit acteur qui s'est créé il y a 6 mois par quelqu'un tout seul, il n'aura pas de procédure de sécurité. Il va juste « Ah, vous me faites confiance, très bien, j'ai ma clé sur un serveur, et puis il se fait hacker, au revoir ». Donc la problématique de sécurité sur Bitcoin, comme dans 99% des cas des réseaux informatiques, c'est pas le réseau qui est en question, c'est les utilisateurs. C'est leur hygiène de vie, entre guillemets, leur hygiène de sécurité. Donc voilà pour Bitcoin sur la sécurité du réseau en tant que tel qui est très forte et de l'utilisation qui est moins forte. Mais pour faire un parallèle pareil avec les années 90, au départ, quand on parlait d'Internet, des emails, etc., le but de l'email, c'était que chacun puisse avoir son propre serveur et s'envoie des emails avec son @alexandre.net ou enfin avec son serveur SMTP chez soi. Personne n'a fait ça. Et on utilise tous Gmail, Yahoo, Outlook, machin. Donc c'est pas exclu que bien que la philosophie initiale soit la décentralisation, on ait la même dynamique que sur Internet, c'est-à-dire en réalité, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, GAFA, NSA, c'est-à-dire pas très décentralisé, et que donc sur les cryptos, il se passe la même chose. Dans l'idéal, il faudrait éviter que ça se repasse, mais pour l'instant, par défaut, c'est vers ça qu'on se dirige. Ok. Si tu veux bien, on peut passer à la partie un peu plus financière, je veux dire, classe d'actifs que sont les crypto-monnaies. Est-ce que tu peux expliquer à quoi est liée cette hyper volatilité, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum ? Et est-ce que d'ailleurs la volatilité est la même sur les deux cryptos ou pas ? Moi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais elle est forte dans les deux cas, oui, ça c'est sûr. Elle est due à deux facteurs majeurs. Le premier, c'est la taille du marché, et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'acteur officiel. C'est-à-dire que, en réalité, par exemple, la bourse américaine, elle a des mécanismes de suspension de cotation lorsqu'un titre fait n'importe quoi. Ça n'existe pas dans les cryptos. Si demain, à la bourse américaine, vous disiez on arrête les suspensions quand ça fait n'importe quoi,
vous auriez les 3/4 du marché américain qui serait plus volatile que les cryptos. On l'a vu pour la période Covid. Exactement. Donc c'est pas que c'est plus volatile. D'ailleurs, il y a une partie substantielle des titres financiers qui sont plus volatiles que Bitcoin. C'est qu'en fait, comme il n'y a pas d'acteur officiel pour tout bloquer si jamais ça devient trop volatile, en fait, ça fait ce que le marché dit que ça fait. Donc ça, c'était le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de place officielle. Donc Bitcoin ne dort jamais. C'est pas fermé à 17h, ce que je disais tout à l'heure. Il y a partout sur la planète, à un moment donné, il y a quelqu'un qui échange du Bitcoin sur des dizaines de plateformes qui ne sont aucune n'est officielle. Chacune propose son propre service. Et la première raison que je disais, c'était la taille du marché. Aujourd'hui, Bitcoin tout seul, ça doit être 600 ou 700 milliards de dollars de taille de marché. C'est rien par rapport au reste des actifs financiers. Donc, quand vous avez un marché qui est aussi petit, évidemment, plus il est petit, plus c'est simple d'aller faire des grands mouvements de marché avec assez peu de volume. C'est une des raisons majeures pour laquelle je disais tout à l'heure, ne sortez pas des deux premiers, parce que si Bitcoin fait 650 et l'Ether doit faire, je sais pas moi, 200 milliards, quelque chose comme ça, vous prenez la crypto numéro 368, elle fait à peine 10 millions. Et donc, si sur 10 millions, vous en avez un qui possède la moitié de la capitalisation et qui décide de tout vendre, votre truc qui valait sur le papier 10 000, en fait, il vaut plus que 50 euros. Donc, attention, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, c'est volatile. C'est volatile. Et ce qui est quand même intéressant de regarder, c'est que ça surréagit à certaines annonces. Et on voit notamment les annonces d'Elon Musk qui font bien bouger le cours. Ça, est-ce que tu peux l'analyser? C'est quoi? C'est qu'il y a une notion culturelle, c'est que les gens qui sont dans le Bitcoin sont un peu intéressés par ce genre de personnage, si je puis dire, ou... Non, je pense que c'est un procès hypocrite qui est fait aux cryptos. Parce que déjà, GameStop, AMC, machin... On a connu... Voilà, c'est pas des cryptos et pourtant ça fait aussi beaucoup plus n'importe quoi que les cryptos. Et deuxièmement, effectivement, le monde de la finance traditionnelle adore dire Bitcoin est gourouisé. Il y a des gens qui peuvent dire un truc et bam, ça perd 20%. Mais là où je dis que c'est hypocrite, c'est que ce monde-là est le premier à être suspendu aux lèvres des gouverneurs des différentes banques centrales pour savoir quel va être l'ajustement des taux directeurs. Ah oui, donc si jamais le taux directeur il passe de 0,2 à 0,3, je peux vous garantir que le marché il fait n'importe quoi. Donc moi aussi je peux aller dire que ce sont des gourous et que c'est devenu n'importe quoi ce marché-là. Donc dans tous les cas, que ce soit le marché, les marchés traditionnels ou les marchés crypto, effectivement il y a des acteurs qui sont influents, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui ont du volume, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Voilà, c'est pareil, je vais faire un aparté, mais souvent les gens disent les 3/4 des bitcoins sont concentrés dans quelques portefeuilles. Oui, les portefeuilles des plateformes d'échange. Donc, parce que sinon, je peux faire le même procès au système financier en disant 95% des euros sont chez les banques. Oui, oui, enfin, les banques elles-mêmes ont des comptes chez différentes personnes. Donc, c'est sur le... de quoi on parlait, pardon? D'Elon Musk. Exactement, sur Elon Musk. Alors moi, dès janvier, quand il avait dit Bitcoin, c'est très bien, j'avais déjà dit à l'époque, je ne suis pas fan que quelqu'un arrive et dise c'est super, d'autant qu'après, il a parlé de Dogecoin, qui est une blague et qui reste une blague aujourd'hui. Donc ça a pu tromper certains particuliers, notamment, qui sont allés investir là-dedans. J'étais assez peu fan, effectivement, du côté, il y a une grande figure paternaliste qui vient dire ça c'est super cool, avec cette aura qu'il a derrière lui de la tech. Donc j'étais assez confortable lorsqu'il a fallu dire 3 mois après et qu'il a dit en fait c'est nul, de dire bah voilà, moi je l'avais dit il y a 3 mois, je pense que c'est pas bien dans un sens et c'est pas bien dans l'autre, j'ai pas de problème à le dire, mais j'allais dire Bitcoin se vaccine, puisque tout le monde se vaccine en ce moment. Bitcoin se vaccine aussi parce que plus justement il y a d'événements comme ceux-ci, plus les gens en fait comprennent. Je vais faire un parallèle, par exemple la Chine, ça fait 6 ans ou 7 ans qu'en gros, tous les ans, ils annoncent qu'ils interdisent Bitcoin. Et puis 3 mois après, ils disent en fait non. Donc la première fois qu'ils l'ont fait, la Chine interdit Bitcoin, grosse crash. Parce qu'il y a quoi 70% des mineurs sont... Ah bah maintenant, il n'y en a plus. Donc comme ça, c'est réglé. Mais ils ont tout fermé. Avant, oui, c'était 60%, quelque chose comme ça. Ouais. De toute la puissance de calcul qui était en Chine. Mais donc là, ils ont tout fermé. Donc maintenant, il n'y a plus rien en Chine. Enfin, il n'y a plus rien. Il y a une partie minime. Qui est donc d'ailleurs un procès qu'on ne peut plus faire au Bitcoin. Donc, Ok. Pour expliquer le bull run, je vais un petit peu spoiler un futur épisode puisque tu vas divulgacher. Exactement. J'ai reçu Charlie Perrault des Échos maintenant, oui, tout à fait. ex-JDN, et on échangeait avec Stéphane Toulieu d'Atimis Gestion, où elle expliquait que les bull runs,
sur le Bitcoin du moins, pouvait s'expliquer de manière technique, notamment avec la diminution de chaque année du nombre de... Tous les 4 ans. Tous les 4 ans, pardon, du nombre de Bitcoin en circulation. De l'émission plus que du nombre en circulation, mais oui. D'accord. Est-ce que ça, tu pourras revenir un petit peu sur ça et également sur une notion de dire est-ce que le bull run, il n'est pas lié à un contexte que moi, je peux relier à 2008-2009 avec une crise de confiance qui est qu'on s'est dit, voilà, on nous parle du retour de l'inflation, on a des gouvernements, après, il fallait le faire sûrement, qui ont distribué de l'argent un peu magique et qu'on se dit, tu parlais du dollar, mais est-ce que le dollar ou l'euro, finalement, a une véritable valeur quand on sort la planche à billets sous stéroïdes, si je puis dire et est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette notion de ce même contexte, on va dire, économique et culturel de 2009-2008 qui explique un engouement, donc une hausse du cours? Je vais faire un peu d'histoire pour expliquer le contexte peut-être quand même, qui me semble important, parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent encore, par exemple, que l'euro est adossé à de l'or ou le dollar est adossé à de l'or et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. En réalité, au cours du XXe siècle, effectivement, l'or a été l'étalon mondial, c'est-à-dire que toute monnaie était soutenue par une réserve d'or, c'est-à-dire un franc valait X onces d'or et pas autre chose. Donc en fait, quand la politique monétaire était toujours possible, parce que le franc était dévalué régulièrement pour permettre la compétitivité, mais on ne pouvait pas faire n'importe quoi. On ne pouvait pas dire « allez, je crée 10 milliards de francs, let's go, tout va bien ». Ce système-là, il a été réformé avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a dit « ok, il y a de l'or, mais la seule monnaie qui est exprimée en or, c'est le dollar. Et après, chacun fait sa petite vie en fonction du dollar. » Donc, on avait un système où le dollar est devenu un peu référence, mais il était toujours exprimé en or. Et donc ça permettait aussi de ne pas faire n'importe quoi et de dévier complètement du système. Le problème, c'est que, évidemment, les États-Unis, dans cette position-là, ils sont commencés à se dire, est-ce qu'on ne ferait pas des réserves fractionnaires? C'est-à-dire, on va émettre un peu plus de dollars qu'il n'y a d'or, et puis personne n'y verra rien. On a eu notamment la France, puis l'Allemagne, mais d'abord la France, via le général de Gaulle qui a dit ça pue, en gros, moi je veux pas de ça. Il avait une phrase que je cite souvent du général de Gaulle dans les années 60 qui disait « il est confortable de s'endetter dans une monnaie qui ne tient qu'à soi d'émettre ». Et donc lui, il n'était pas du tout fan de la politique monétaire américaine, donc il a commencé à demander aux États-Unis « maintenant vous me redonnez de l'or, moi j'ai des dollars mais je veux de l'or, passez-moi mon or ». Et donc ça a conduit au début des années 70, Nixon à dire 71, en fait, maintenant, toutes les banques centrales étaient en train de demander à se faire rembourser en or parce qu'ils n'avaient plus confiance dans le dollar. Donc Nixon a dit non, maintenant, le dollar, il n'y a plus de parité, enfin, il n'y a plus d'étalement avec l'or. On laisse tomber, le dollar, maintenant, ça vaut $1. Qui vaut $1, et ça tourne en rond. Et il a confirmé ça en 73, qui a permis complètement de décorréler. À ce moment-là, le dollar, il s'effondre puisqu'il ne vaut plus rien et que de toute façon, on peut en créer autant qu'on veut. Et donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, on vit dans une parenthèse monétaire. C'est-à-dire que pendant 2000 ans de l'histoire de l'humanité, l'étalon de référence, c'était l'or. Et depuis les années 70, ce sont des monnaies qui sont dites fiat, veut dire ainsi soit-il en latin, c'est-à-dire vraiment $1, ça vaut $1 parce que, crois-moi, ça vaut $1. Contre ça, le Bitcoin a été créé, effectivement. Contre ce côté un peu, on a besoin d'argent, hop, on en crée autant qu'on veut. Et donc le Bitcoin, lui, il a été pensé plutôt sur le modèle d'un métal précieux comme l'or. C'est-à-dire qu'il y en a une quantité limitée, on ne peut pas en créer autant qu'on veut. Et surtout, pour mimer la même chose que sur l'or, il y a 2500 ans, on se penchait dans un ruisseau, on en trouvait. Aujourd'hui, trouver de l'or, la dernière fois qu'il y a eu le débat en France pour l'or, c'était est-ce qu'on va raser la Guyane pour trouver de l'or, quoi. Donc c'est pas exactement le même enjeu et le même travail qu'il faut mettre à l'œuvre pour trouver de l'or. Donc pour mimer ça, Satoshi, il a proposé un système dans lequel au début, il y avait 50 bitcoins qui étaient émis toutes les 10 minutes. Et cette somme, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Donc en fait, plus on avance dans le temps, moins on trouve de bitcoin toutes les 10 minutes. Et donc effectivement, ça conduit à une courbe qui ressemble à ça, c'est-à-dire un truc qui s'aplatit, logarithmique, qui va conduire à atteindre très vite un nombre important de bitcoin. C'est le cas aujourd'hui. Bitcoin a 12 ans et on est déjà à 19 millions de bitcoin. Le maximum, c'est de 21 millions. Donc on est déjà à 19 sur 21 en à peine 12 ans. Et les 2 millions qui restent, ils vont prendre 120 ans à être émis. Et on les aura atteints en 2140. Donc ce ne sera pas demain en tout cas. Et tout ce modèle-là a été pensé justement pour servir de valeur refuge
avec un étalon qui lui est rare, limité, dont on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et en créer par inflation autant qu'on veut. Parce que le système actuel, j'allais dire qui est poussé à bout, notamment par les États-Unis, mais que l'Europe suit plus ou moins, c'est un système qui effectivement, aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce que l'illusion collective s'arrête, parce que si c'est le cas, on est tous pas bien. Et donc comme personne n'a intérêt à ce que ça s'arrête, autant continuer. Le problème étant que ça entre en conflit avec un autre raisonnement, qui est que plus les États-Unis se permettent ça, plus ils appauvrissent le monde pour financer leur propre relance. Et donc au bout d'un moment, il y en a qui vont en avoir marre. Et c'est déjà le cas. On voit la montée des actifs, notamment... Mais même, là, je pensais plutôt géopolitique, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Russie, sont des gens qui se débarrassent de leur dollar. Oui. Parce qu'ils comprennent bien que s'ils stockent des dollars, ils payent les États-Unis en permanence. Ils leur donnent de l'argent pour qu'ils continuent de consommer toute la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour eux, n'est pas viable. Et tant qu'ils auront... La Chine, par exemple, aimerait bien être indépendante des États-Unis. Le problème, c'est qu'ils ont plein de dollars. Donc s'ils font quelque chose contre les États-Unis dévaluent. Et ils perdent la moitié de ce qu'ils ont. Donc ils peuvent pas. Et donc ils sont un peu pieds et poings liés. Ils aimeraient bien se débarrasser de ça. La France devrait d'ailleurs également se débarrasser un peu de ça. Et on voit que ça a un enjeu géopolitique aussi d'un point de vue entreprise, parce que ça permet aux États-Unis d'appliquer leurs droits partout. Puisque comme c'est leur monnaie, c'est leur droit. Et donc on a vu des amendes à BNP Paribas, à Siemens pour l'Allemagne, etc., qui sont des amendes simplement parce que vous utilisez le dollar. Donc c'est un gros problème géopolitique. Et Bitcoin s'est créé contre ça. Pour servir d'étalon. Maintenant, je termine là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent, c'est que mais si on passe tous sur Bitcoin, il n'y aura plus de politique monétaire possible, on attaque la souveraineté des États et des démocraties, le peuple doit s'exprimer, etc. Bon, première chose, c'est que déjà aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'est pas l'émanation du peuple, elle est indépendante, donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'existence d'un étalon comme l'or n'a pas empêché l'existence de monnaie nationale. C'est juste qu'il y a un étalon qui permet de ne pas faire n'importe quoi. Et j'aimerais bien qu'on retourne à un étalon, et que Bitcoin est en l'occurrence beaucoup plus pratique que ne l'est l'or. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de leviers géopolitiques, d'indépendance et même économique, tout en basant une monnaie dessus et de dire, maintenant on a une monnaie nationale, c'est juste que c'est pas l'étalon or, c'est l'étalon Bitcoin par exemple. Ok, on arrive à la fin du podcast. Pour résumer, pour revenir du coup à mon audience qui est... tout un chacun qui n'a pas forcément une formation sur ces sujets-là, et mes confrères et mes consoeurs qui me regardent. Donc les conseils, c'est se focaliser Bitcoin, Ethereum, regarder un petit peu, si on a le temps, les protocoles. Est-ce que tu as des sites internet, des écrits de KPMG que vous donnez avec un accès pas vulgarisé, mais quand même relativement facile d'approche? Le premier conseil, effectivement, avant tout ça, c'est, comme je disais, c'est comprendre. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas, dans un marché aussi petit, risqué, volatile, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de conviction, parce que sinon, ça conduit aux pires pertes. C'est-à-dire, si vous avez mis dans Bitcoin il y a 3 mois et qu'en voyant moins 30%, vous êtes sorti, vous avez perdu 30% en 3 mois. Alors que si vous avez une conviction, vous avez fait comme un Michael Saylor aux États-Unis ou autre, même si vous avez perdu 30%, vous avez votre conviction, vous la gardez. Et ce qui s'est passé sur les 12 dernières années, c'est que n'importe qui a gardé ses bitcoins plus de 4 mois a fait de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on ne comprend pas, on peut être conduit sur un marché aussi volatile que celui-ci à être ce qu'on appelle en anglais weak hands, donc main faible. C'est-à-dire qu'on va céder à toutes les tentations exactement du marché. Donc là, sur un marché aussi volatile que ça, c'est très très important de comprendre et de se faire des convictions. Et donc là-dessus, nous, on a effectivement, alors KPMG, on a sorti une étude, qui n'est pas vraiment une étude, qui est plus justement un document qui se veut exhaustif mais accessible aux néophytes, là il y a 3-4 semaines, qui s'appelle Cryptoactifs vers une révolution financière. Si vous cherchez ça sur YouTube, sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche comme Quant, je l'espère, vous devriez tomber dessus. Donc voilà, KPMG, Cryptoactifs vers une révolution financière. Sinon, on édite des sites aussi avec du contenu gratuit pour rentrer un peu plus dans le détail. Je pense à financedécentralisée.io, qui est un site qu'on a dédié à la finance décentralisée, dont on n'a pas eu le temps de parler parce que c'est un gros morceau, qui est très intéressant, où on peut aller trouver des produits financiers automatisés. Moi, j'ai une partie de mon épargne, par exemple, qui est sur des smart contracts, donc qui travaille de manière automatique pour moi et qui va chercher des rendements à 4, 5, 6, 7, 8% même. D'ailleurs, on peut trouver des 8% sur du dollar, donc c'est même sans être exposé. On parlera de tous ces sujets sur un autre... Tu reviendras avec plaisir. Avec plaisir.
Donc voilà pour les écrits. Et après, sinon, dans la même gamme de recommandations, il y a le podcast de Grégory Raymond, qui est donc journaliste, qui s'appelle 21 millions, où toutes les semaines, il y a de l'information sur un sujet XY. Et il y avait eu... Pour tout dire, je vais le dire, je l'avais contacté, comme je t'ai dit, sur LinkedIn. Oui. Bon, j'attends, il doit déborder, alors, j'attends une petite réponse. Si tu peux lui envoyer un petit SMS pour un prochain épisode sur les cryptos, ça sera avec plaisir. Et il y avait le rapport, pardon, donc je terminais, c'est le rapport de mon ex-associé qui s'appelle Clément Jeannot, qui a fait un rapport qui s'appelait l'âge du web décentralisé et qui permet de mettre un peu en perspective aussi tous ces cryptos dans ce qu'on appelle le web décentralisé et qui permet de comprendre un peu plus de choses, qui commence à avoir un daté un peu, je crois qu'il a 2-3 ans ce rapport. Ok, super. Où c'est qu'on peut te retrouver si des boîtes ont des questions pour être conseillées par KPMG sur ces sujets-là? LinkedIn, on peut me trouver. Alors, le seul problème étant qu'il faut savoir orthographier mon nom. Mais on peut me trouver par mail également à stachenko@kpmg.fr. Mais bon, encore une fois, c'est toujours le Stachenko qui pose problème. Donc, STACHTCHENKO. Donc, à Stachenko, pour Alexandre évidemment, @kpmg.fr. Et voilà, sur Twitter, StachAlex. On peut me suivre, je dis pas mal de choses sur Twitter. Ok, super. As-tu une petite recommandation hors business à nous proposer? J'en ai même deux. J'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Alors la première, c'est toujours mon cher ex-associé Clément Jeannot qui a fait une newsletter qui s'appelle Nourriture terrestre, qui est une newsletter qui est vraiment topissime sur les sujets d'écologie et qui va un peu au-delà des poncifs qu'on peut voir à droite à gauche et les débats un peu sans fin pro ou contre le nucléaire, machin, sur les médias traditionnels. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment ces sujets-là. C'est des formats longs, mais c'est des formats très travaillés et qui nous apprennent beaucoup de choses sur ces sujets-là, que ça aille des chocs hydrauliques aux éoliennes, enfin bref, plein de sujets. Donc très très intéressant, la newsletter Nourriture terrestre. Et après, qui n'a absolument rien à voir pour ceux qui aiment les jeux vidéo et l'histoire, ce qui est mon cas. Je recommande tous les jeux de l'éditeur de jeux vidéo Paradox Interactive. Pas tous, mais un certain nombre qui sont fabuleusement complexes. Tu as 2-3 titres Europa Universalis 4, Hearts of Iron 4, il y a quoi d'autre? Il y a Crusader Kings 3 qui est sorti récemment. Victoria 2, il y a le 3 qui va sortir, tout le monde est hypé par ce Victoria 3 qui va être génial. Donc c'est un éditeur qui a pour focus une forme de réalisme historique et qui n'a pas peur d'aller dans la complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, son audience, c'est pas des gens qui prévoient de jouer 1 heure toutes les 3 semaines. Mais une fois, c'est très très intéressant parce que ça nous met dans l'esprit de l'époque. Par exemple, Crusader Kings, c'est le Moyen-Âge. Donc on ne joue pas un pays, on joue une dynastie, parce que c'est comme ça que les choses se pensaient à l'époque. On s'en foutait de faire ça pour la France, on faisait ça pour la dynastie du coin qui, elle, avait des terres à droite et à gauche. Et donc quand on pense dynastie, ça nous force à réfléchir différemment pour sécuriser son héritage, son patrimoine, machin. Alors que quand on va dans les jeux d'après, ça peut être Victoria 2, ça va être focalisé sur les populations et les migrations au 19e siècle, qui sont un ère de migration très importante. Hearts of Iron, ça va être sur la Seconde Guerre mondiale, donc ça va être encore une autre façon de penser. Donc c'est des trucs très complexes, mais pour ceux qui aiment l'histoire comme moi, c'est top. Ok, en plus on rentre en période estivale avec un temps de merde, on peut le dire, parce qu'on enregistre, il fait un temps vraiment horrible à Paris. Ok, c'est noté, toutes les références, on les trouvera sur les descriptifs des différents épisodes. Moi, Marocco va porter, justement, comme on prépare, vous êtes peut-être déjà en congé, mais sur le mois d'août, et si vous avez la chance d'aller dans mon sud-ouest natal, notamment à Hossegor-Seignos, je vous recommande surtout d'aller chez OIS, un restaurant qui est tenu par le chef Benoît Cazot, qui est un ami, mais c'est extraordinaire. Puisqu'il a une formation de haut niveau, les prix sont raisonnables pour quelque chose de gastro. Voilà, c'est un ancien qui a bossé avec Guérard, notamment 3 étoiles. Donc c'est très sympa, c'est sur les plages des Landes.
Hossegor, Cabreton, Seignos. Vous l'appelez de ma part, vous allez peut-être gratter l'apéro grâce à ma question préférée. Je lui en ai pas parlé. Voilà. En tout cas, moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez qu'on parle de votre situation personnelle, patrimoniale surtout, bien évidemment. Pas forcément de crypto parce que je me forme comme vous et on va faire d'autres épisodes sur ces sujets-là. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, merci.